la promotion de la société inclusive ne souffre a priori d'aucune contestation. Pourtant, sa déclinaison par les pouvoirs publics peut être à la source d'un certain nombre de difficultés, à la fois pour les professionnels, mais aussi pour les personnes accompagnées. Donc, quelle est la nature de tous ces obstacles? Comment tenter de les surmonter? Pour en débattre, j'appelle à la tribune Sophie Perron, directrice générale de l'association OVIA, et Maxime Ohayo, chef de projet participation des personnes au sein du comité interministériel du handicap. Je vous invite à vous installer à ma droite, tous les deux voilà. Donc merci d'être à mes côtés pour ce qui n'est pas une table ronde. On va essayer de présenter ça sous forme un petit peu de débat pour que voilà, vous puissiez discuter de cette fameuse déclinaison de la société inclusive qui, comme nous le disait Robert, est un bel idéal, mais il faut quand même le mettre en œuvre et se donner les moyens de pouvoir le faire vivre. Alors, le titre de cette petite table ronde est un peu provoque, hein. Peut-être, est-ce qu'on peut être contre la société inclusive? Donc le titre est provoque. Et moi, j'avais une question que je voudrais tout de suite poser à Maxime Ohayo. C'est l'objectif de société inclusive, est-ce qu'il peut être remis en question ou peut-être questionné, puisque cette dynamique, on va dire que je ne parlerai pas de tarte à la crème, mais en tout cas, c'est une dynamique qui fait tellement consensus qu'on a l'impression qu'on ne peut pas la discuter. Est-ce qu'on peut la discuter? Est-ce qu'on peut la remettre en question? Bonjour à tous. C'est une drôle de question, effectivement. L'avantage, c'est que la table ronde d'avant, il y a déjà un petit peu répondu, donc c'est pratique. Je crois que la réponse de la table ronde d'avant, c'était plutôt non, en fait. On ne peut pas être contre la société inclusive. Alors vous avez dit tarte à la crème, ne me permettrait pas de dire tarte à la crème, hein, évidemment. Moi, je l'assume. Ouais. Mais Robert Laffort a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est des notions à contours flous. Bon, et ce qui était intéressant dans la constitution de la table ronde d'avant, c'est qu'on avait à la fois un regard très élevé, conceptuel, et puis des exemples très concrets, pratico-pratiques. Alors, moi, je représente là un difficile rôle, en plus après la ministre, de représenter l'État et les politiques publiques. Les politiques publiques, c'est de l'action concrète. On peut les orienter, on les finance d'ailleurs, on les encadre, etc. Faire de l'action concrète à partir de concepts flous, moi, je ne sais pas faire, enfin, je ne sais pas vous, mais c'est quand même très compliqué. Si les contours des notions sont flous, on va faire de l'action publique floue. Et d'ailleurs, alors moi, je parle du champ du handicap. Je sais qu'aujourd'hui, il y a différents représentants de pas mal d'autres secteurs. Dans le champ du handicap, on parle depuis plus de 10 ans de transformation de l'offre médico-sociale. Tout à l'heure, j'ai bien aimé l'image des rives. On traverse une rive, on quitte une rive, on va dans une autre. Bon, là, on a quitté une rive et on a un horizon devant, quoi, hein. On n'a pas encore défini où on allait. Alors, il y a un certain nombre de choses quand même, hein, autour de ça et derrière ça, avec des exemples très concrets. Mais avant tout, et d'ailleurs, je me permets de reprendre ce petit... On en a parlé tout à l'heure, mais c'est ce qui a été rédigé par l'UNIOPS, là. Association, les défis de l'inclusion. Alors j'avoue, je ne le connaissais pas, on me l'a donné à l'entrée. Alors en attendant, j'ai lu un petit peu, j'ai regardé. Ça m'a embêté parce qu'il y a plein d'éléments que je voulais vous donner, en fait, qui sont déjà dedans. Bon, bah, ça économise, hein, le temps, j'ai pas besoin de le dire. Commencer page 24, c'est super, il y a des trucs super. Page 23, il y a un truc qui est vachement bien. Je vous le montre, vous le lirez, hein. Mais l'exercice de tous les droits par tous les citoyens. Bon ben voilà, ça c'est clair, c'est concret, hein, c'est écrit quelque part, on sait quoi faire avec ça. Je veux dire, c'est pas des concepts flous. Vous prenez la Convention relative aux droits des personnes handicapées, bon, ben, vous avez 35 articles, c'est relativement clair. On parlait tout à l'heure de scolarisation, ben, le droit à l'école, c'est clair, c'est le droit à l'école, etc., etc. Et vous les déclinez sur tous les domaines de la vie. Il y a une autre notion qui est importante, c'est la question de l'égalité dans cette Convention. C'est l'égalité avec les autres. Tout à l'heure, on parlait de conflit de droits. Je ne sais pas trop ce que c'est. À partir du moment où les gens sont citoyens, ils doivent avoir les mêmes droits. C'est la base même de notre pays. D'ailleurs, c'est notre pays qui l'a inventé, hein, il y a 200 et quelques années. Et c'est à ça qu'on doit s'attacher. Ça doit être ça le guide de nos actions et des vôtres, hein, aussi, évidemment. C'est l'égalité de droits entre les personnes. À partir du moment où les personnes ont les mêmes droits que vous et nous, vous parliez tout à l'heure des levées, du petit déjeuner à l'heure que l'on veut, sortir et recevoir ses proches à l'heure que l'on veut, dans les modalités que l'on souhaite, etc. Se sentir chez soi, bref, tout ça, nous, on y a tous droit. Est-ce que les personnes, alors personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc., y ont droit aussi? Manifestement, pas toujours, hein. Et donc, si on doit avoir des actions concrètes et engager des actions concrètes
vers la société inclusive. On doit déjà partir de ça, je pense que c'est déjà un point déjà assez clair. Ouais, on l'a évoqué d'ailleurs hier, hein, c'est cette question de l'effectivité des droits, hein, le fameux décalage entre droits affichés et droits effectifs. Est-ce que vous partagez cette analyse, Sophie Perron, sur le... je dirais, cette nécessité en fait, de mettre du concret très très vite autour de cet objectif de société inclusive et de pas, voilà, parce que c'est vrai que c'est un concept au contour flou, comme nous disait Maxime Moyot. Alors la question est difficile et à la fois j'ai l'impression que la réponse est assez simple. Dans nos associations et chez OVI en particulier, on accompagne au quotidien des enfants, des adultes en situation de handicap, des enfants et des jeunes sous protection, des personnes âgées dépendantes, des familles en situation de précarité. Remettre en cause cet objectif de société inclusive reviendrait à remettre en cause leurs droits fondamentaux. Et ça, c'est absolument pas envisageable, comme on vient de le dire. On vient aussi de dire que la notion de société inclusive, elle devrait presque aller de soi. Elle devrait être acquise pour tout citoyen, finalement, qu'on soit en situation de vulnérabilité ou pas. Comme le disait tout à l'heure Pascal, on va tous être vieux, on a tous des vulnérabilités, donc ça devrait être normal. Par contre, remis en cause, non, mais questionné indéniablement. Parce que, pourquoi est-ce que c'est questionné ? Quand on a préparé un peu la table ronde, on s'est dit que oui, c'est évidemment l'inclusion, c'est l'affaire de tous, nous en sommes convaincus, tous ici, je crois. Par contre, c'est un super beau concept techno. C'est comme l'autodétermination. Hein. Je veux dire, on va dans la rue, on demande aux gens de définir l'inclusion ou l'autodétermination. On va avoir autant de réponses que de personnes interrogées. Et je ne sais pas quelle sera la bonne réponse à titre personnel. Et aujourd'hui, dans nos établissements, bon nombre de professionnels de terrain font de l'inclusion, mais ne mettent pas forcément le mot dessus. Et d'autres en ont vraiment la volonté de le faire, mais alors, ils savent clairement pas par quel bout prendre le sujet, soit par manque de temps, ou encore par manque de ressources pour s'ouvrir sur leur environnement. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais ça prend du temps de faire de l'inclusion. Et d'ailleurs, cette ouverture est un point sur lequel je souhaite insister aujourd'hui, parce que souvent, quand on parle de société inclusive, on oppose nos établissements et services sociaux et médico-sociaux avec le droit commun. Pourquoi ? L'inclusion se vit aussi dans tous nos établissements. Ils font partie de cette société inclusive dont on parle et en sont même souvent les moteurs. Si on écoute la parole des personnes concernées, leurs aspirations sont, comme pour tout à chacun, plurielles et très personnes dépendantes. Ce qu'elles veulent quoi ? C'est la réalité, la qualité et l'adéquation, la réponse apportée à leurs envies, à leurs besoins. Mais cette réponse, elle est rarement unique, elle est plurielle. Et ça peut être l'établissement et ou le droit commun. Et souvent, c'est même quelque chose de très travaillé qui est un mixte de tout ça. Donc moi, je suis tout à fait opposée à ce que l'on mette l'inclusion versus les établissements médico-sociaux. Je pense que c'est un tout. Juste, oui. Peut-être pour compléter, je sens que tu allais me couper la parole. Non, pas du tout. Donc je garde le micro. Je me suis chronométrée tellement ça passe. Non, mais... Je voulais juste te dire, du coup tu m'as coupé, j'ai perdu ce que je voulais dire. Si je voulais dire que effectivement nos établissements n'étaient pas des lieux fermés. Alors je vais pas reprendre les exemples de Pascal parce qu'ils étaient tout à fait intéressants, mais j'en ai 2-3 qui sont, moi je trouve très marquants. On a un établissement, 4 établissements à Paris. On a sur le même site 3 foyers et un ESAT. Et c'est en plein Paris 16e. Et en fait on a ouvert un click and collect. Ça, je peux vous dire qu'en matière d'inclusion, alors on a un click and collect, on a un salon de coiffure et on a un salon de beauté, donc fait par des travailleurs en situation de handicap de nos ESAT. Les personnes qui viennent pour avoir recours à ces services ne savent pas qu'ils sont dans des établissements médico-sociaux. C'est un facteur d'inclusion majeur. Bon, j'ai plein d'autres exemples, mais comme le temps passe... mais je pourrais vous en parler. D'accord, merci Sophie. Alors, on a évoqué un certain nombre d'obstacles. Sophie, d'ailleurs, tu as expliqué que effectivement, la création des tiers-lieux, l'ouverture des établissements sur un territoire, le fait de, par exemple, de créer une crèche dans un EHPAD, tout ça, ça prenait du temps. C'était d'ailleurs pas gratuit. Il fallait, ça demande un certain nombre d'efforts. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression aussi, et ça c'est une question
qui était effectivement un peu provoque, hein, je le sais. Pour certains acteurs du secteur, on a l'impression que cet objectif de société inclusive, d'inclusion donc de toutes les personnes dans le droit commun, c'est aussi peut-être une occasion pour les pouvoirs publics de baisser le financement des établissements en se disant on va plutôt mettre les gens en milieu ordinaire, comme ça coûtera un peu moins cher. Est-ce que ça, c'est un raisonnement complètement hors sol, selon toi, ou quelque part correspondant à une certaine réalité? Après, évidemment, on va laisser répondre Maxime après, derrière. Évidemment, on ne serait pas pour l'État. Moi, je trouve qu'il serait presque trop facile de dire cela, car ça reviendrait à attribuer une mauvaise intention au pouvoir public. Alors, si on sort de cette dimension instrumentalisation, on a quand même forcé de constater que nous sommes depuis plusieurs années dans un contexte de contraction des moyens budgétaires. On nous demande de prendre un virage inclusif, et honnêtement, on y est tous hyper favorable et on le fait pour le bien-être des personnes accompagnées. Mais cela, ça a un coût et qui pèse significativement sur nos fonds propres. Les CEPOM, et moi j'ai été très très motivée par les CEPOM au début, étaient pensés comme des leviers de développement, d'innovation et de transformation de l'offre. Et en fait, aujourd'hui, ils sont in fine renouvelés sans concertation. Et je ne sais pas quel est le pire. Est-ce que c'est qu'il n'y ait pas de concertation, qu'il n'y ait pas de dimension prospective, ou qu'il n'y ait pas, et que ce soit à coût constant? Parce qu'au final, ce n'est plus un CEPOM. J'avais 2-3 autres trucs à dire, mais bon, je crois que tout est dit. Après, juste quand même, là, c'est un petit truc un peu politique. Alors, je suis désolée, je ne suis pas Fadila Khattabi, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, faire de l'inclusion, c'est aussi faire un choix sur la société future. Donc, est-ce que l'État veut investir ou pas sur le futur? Est-ce que l'on considère que les vulnérabilités, le social, le médico-social, doivent faire l'objet d'une loi de programmation au même titre que l'éducation nationale, que la politique de défense nationale, et de penser une nouvelle société où finalement, qu'on soit vulnérable ou pas, et d'ailleurs on est tous vulnérables, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, eh bien il y aurait une politique qui serait réfléchie, qui serait pensée et qui serait accompagnée. Maxime Boyau, moi je vous laisse répondre justement sur cette question, peut-être pas de mauvaise intention des pouvoirs publics, peut-être de manque de visibilité en fait sur ce cap de société inclusive. Est-ce qu'il y a des efforts à faire justement pour mieux expliquer, se situer dans une perspective, comme nous l'explique Sophie, plus prospective? Voilà. Oui. Déjà, l'instrumentalisation, pour le dire, non, il n'y en a pas. D'ailleurs, l'appel à une société plus inclusive, etc., le respect des droits fondamentaux des personnes, etc., c'est l'une des premières demandes des personnes concernées et des associations, d'ailleurs associations de personnes ou associations gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux. D'ailleurs, à la dernière conférence nationale du handicap, les associations avaient rappelé l'interpellation et même la condamnation de la France par le Comité européen des droits sociaux, qui appelait au respect des droits, ou un meilleur respect en tout cas des droits fondamentaux des personnes, pour le coup en situation de handicap. Donc l'État n'instrumentalise pas, l'État prend l'orientation et qui est demandée par tout un secteur et qui est demandée par les personnes. Aujourd'hui, et ça a été très bien rappelé, on est dans le fruit de notre histoire, on a tout un secteur, toute une société qui sont construites comme ça, on a mis de l'argent dans un secteur social plutôt que de le mettre dans le droit commun, pour accompagner le droit commun à se transformer. L'histoire s'est faite comme ça. Aujourd'hui, on a en plus des investissements qui sont faits, parce que on parle de contraction budgétaire, en fait, quand on regarde les budgets, il n'y a pas de contraction budgétaire, au contraire, hein, les budgets sociaux sont ceux qui augmentent le plus. Et ces dernières années, là pour le budget principalement handicap, c'est des augmentations assez importantes. Depuis 2016, c'est plus 65%. La conférence nationale du handicap, et la ministre en a parlé, c'est 50 000 solutions, c'est 1,5 milliard jusqu'en 2027, donc l'argent est mis sur la table. Après, l'État dit aujourd'hui, voilà, on est exigeant vis-à-vis de comment va être dépensé cet argent-là, et
aujourd'hui, ce que vous dites est très clair. En fait, la morphologie même de comment ça fonctionne dans le secteur, alors les CPOM, les établissements, les autorisations, on en a parlé tout à l'heure, par public, etc. Tout ça contraint évidemment déjà l'exercice des professionnels et parfois même les fait partir, ou même décourage les managers qui ont envie de faire des choses, qui tentent. On a entendu tout à l'heure des expériences très intéressantes, mais j'imagine que ça se fait pas facilement. Et donc tout ça, on doit pouvoir le faciliter. Donc c'est pas qu'une question financière, c'est une question de modèle aussi. C'est une question de ce qu'on finance et de ce qu'on veut en faire et de comment on va le faire. La CNH, la Conférence nationale du handicap de 2023, a proposé une direction. La direction, c'est de transformer le secteur du handicap, pour le coup, en plateforme de services coordonnés d'ailleurs avec le reste, protection de l'enfance, etc. Évidemment, tout ça, c'est aussi pour faciliter ces ponts-là et tout ce qu'on appelle autour du décloisonnement. Je rassure, la plateforme de services coordonnés, c'est pas on donne de l'argent aux personnes et on ubérise le secteur, je rassure, parce que vous cru entendre ça sur la table ronde précédente. C'est pas du tout ça. C'est une nouvelle manière d'organiser les services pour pouvoir proposer des solutions plus modulaires, d'aller accompagner dans le droit commun. La direction qui est proposée, c'est les plateformes de services coordonnés, mais à l'échelle des établissements, la direction qu'il faut prendre est celle des personnes. Et tout à l'heure, c'était très clair. On pose la question là pour le coup c'était des enfants et des adolescents, où est-ce qu'ils veulent être scolarisés à l'école. C'est tout le travail des professionnels du médico-social d'aller convaincre tout l'environnement. Ça fait aussi évidemment le travail coordonné avec l'État, d'aller convaincre des enseignants sur place, d'aller convaincre aussi des parents. Les parents ne sont pas toujours super favorables quand on leur pose la question en premier, est-ce que vous voulez que vos enfants soient scolarisés? Ça peut créer des peurs et elles sont tout à fait compréhensibles. Mais par des petits exemples, en montrant que c'est possible, en montrant que les enfants progressent. D'ailleurs, on s'en fout pas que les enfants progressent à l'école, on veut que les enfants progressent à l'école. Même quand ils sont en situation de polyhandicap, par exemple, ils peuvent acquérir du langage via la communication alternative améliorée, etc. Et tout ça, ça peut se faire à l'école. Et donc, l'objectif de société inclusive, on a toute une morphologie à repenser dans le secteur. Et aujourd'hui, pour juste parler pratico-pratique, la ministre n'en a pas parlé, mais je me permets de faire le sous-titre. Une mission a été confiée à l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, pour préfigurer ces 50 000 solutions et essayer d'imaginer un secteur qui sera en capacité demain d'accompagner cette société inclusive de manière un petit peu plus facile. Très bien. Sophie, tu souhaitais réagir? Oui, je voudrais juste rebondir parce que l'investissement doit quand même se penser à coût complet, si je peux me permettre. Parce qu'on a tendance à penser qu'effectivement, peut-être, ça pourrait coûter moins cher de faire de l'inclusion, ce qui, à mon avis, est tout à fait faux, parce que déjà, il faut investir évidemment sur les ressources humaines, je pense qu'on est tous d'accord, on l'a tous dit, ça ne va pas de soi, il faut renforcer l'attractivité des métiers, il faut soutenir l'évolution des pratiques, il faut soutenir la formation, la supervision, et aussi permettre le recrutement de nouveaux profils qui, aujourd'hui, ne sont pas dans notre spectre. Mais aussi, faire de l'inclusion, ça ne veut pas dire désinvestir sur notre bâti, nos patrimoines, etc. Ça coûte cher. Il faut complètement adapter nos infrastructures. On ne peut pas juste les laisser mourir de leur petite mort. Il faut les rénover. On a parlé hier des enjeux des changements climatiques. La RSE, ce sont des enjeux majeurs qu'il faut dès à présent planifier, programmer. Et puis aussi, c'est peut-être une apalissade, mais quand on fait de l'inclusion, on se déplace. Donc, il y a des coûts de transport qui sont souvent non pris en compte dans les projets de plateforme. Très bien. Alors justement, ce que nous dit Sophie, ça me permet de rebondir sur les dangers. Selon vous, Maxime Oyo, c'est quoi les dangers d'une politique d'inclusion mal accompagnée, puisque vous aviez évoqué et pris l'exemple de l'école, en expliquant que voilà, il faut expliquer aux parents, il faut expliquer aux enseignants, et il faut aussi quand même donner les moyens aux enfants d'être correctement accompagnés et que miser peut-être sur la formation. Quand tout ça, ça ne se fait pas, est-ce que finalement on peut avoir des effets, je dirais non plus d'inclusion, mais d'exclusion, c'est-à-dire des effets inverses et c'est quoi les principaux dangers justement de cette inclusion mal accompagnée ? Oui, évidemment, comme dans toute transformation, ça a été dit juste avant, effectivement, il y a des ratés, il y a des choses qui ne se font pas, etc., des difficultés d'ailleurs on connaît aujourd'hui. Moi, ma boîte mail, elle est remplie de situations de personnes individuelles, personnes en situation de handicap qui vivent des difficultés, qui sont dans l'établissement ou pas. Et un des principaux dangers que moi je peux constater, et d'ailleurs quand je me déplace, c'est souvent ça, c'est les personnes qui nous disent mais on est dans un établissement, et les professionnels le disent aussi, on est contraint par une organisation, on n'arrive pas à en sortir, enfin on a une difficulté à faire autrement.
si on prend l'exemple de l'école, l'école a des difficultés à accueillir les enfants et les accompagner correctement, etc., avec les bonnes pratiques. Et cet exemple est extensible à tous les autres domaines de la vie des personnes. Les principaux dangers, c'est que les personnes se retrouvent effectivement exclues dans des effets de filiarisation, subissent en fait une organisation qu'on a du mal à faire évoluer et se retrouvent filiarisées en faisant le parcours, enfin l'autoroute du médico-social qui ne correspond pas forcément à leur choix de vie parfois. Et à côté de ça, on a des personnes qui se retrouvent exclues parce que pas suffisamment accompagnées, qui demanderaient des étayages et des soutiens, parfois pas forcément toujours, avec des épisodes de services peut-être plus courts ou très spécialisés, et qui n'y ont pas accès. Et donc, on a, encore une fois, c'est des enjeux de transformation du secteur qui sont importants. Ça fait une dizaine d'années qu'on le dit. Moi, ce que je constate quand même, c'est que quand on arrive sur des tables rondes comme ça, dans des congrès, il y a 10 ans, on parlait de ces sujets-là, on avait quand même beaucoup d'opposition. Aujourd'hui, on n'est plus dans la question du pourquoi faire, on est plutôt dans la question du comment faire, et ça, c'est quand même plutôt encourageant. Tout à l'heure, quelque chose a été dit de très intéressant. Je suis désolé, je rebondis que sur la table ronde d'avant, mais on aurait pu y participer aussi, ça aurait été super. Vous avez parlé de la technicité des professionnels. Les professionnels, évidemment, ont une technicité, mais si cette technicité, elle est enfermée à l'intérieur d'un établissement ou d'un lieu, ça n'a pas tellement d'intérêt. Enfin, c'est intéressant pour les personnes, et heureusement qu'ils sont là, les professionnels. Mais il faut que cette technicité puisse sortir des établissements, aller à l'encontre du droit commun, accompagner les personnes dans leur parcours de vie. Et c'est les parcours de vie des personnes qui doivent demain décider de la morphologie des services qui sont offerts, établissement ou non. Vous parliez tout à l'heure des bâtis, du réusage des bâtis aussi. On en a parlé, il y a des pistes tout à fait intéressantes, il y a même des exemples en France. J'étais dans la Manche la semaine dernière, on est rentré dans un IME, un institut médico-éducatif, c'était vide, blanc total, dans tout l'IME, plus un seul enfant dans l'IME, les enfants sont dans les écoles. Gros travail évidemment de l'association sur place pour aller convaincre les écoles d'accueillir les enfants sous forme d'unités externalisées, sous forme de temps d'inclusion. Ça fonctionne un peu comme des dispositifs Ulysse, mais bon, c'est des UEE. Enfin bref, tout le monde s'arrange là-dedans, ça fonctionne plutôt bien. Les enseignants nous disent, mais aidez-nous à garder les enfants. Et en fait, ils demandaient ça, aujourd'hui, à être étayés pour pouvoir garder les enfants. Et se pose la question pour le gestionnaire, parce que le gestionnaire dit, mais moi j'ai des bâtiments qui coûtent très cher, et ils sont plus très utilisés, ou très peu, seulement pour des temps de week-end, par exemple, des temps de relais pour les familles, ou des prestations paramédicales. Mais ces grands bâtiments, il faut les utiliser à faire quelque chose. Et donc, aujourd'hui, c'est tous les acteurs du territoire on parlait de territoire tout à l'heure, qui se concertent pour savoir quoi faire de ces bâtiments-là. C'est une richesse, un grand bâtiment comme ça sur un territoire. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, ils réfléchissent avec des lycées professionnels, avec des clubs de sport et de loisirs, etc. Et donc, on a tout ça à penser. Et pour le coup, on a vraiment pris la direction. Je termine juste là-dessus parce que l'exemple de la Manche est assez intéressant. Eux, dans la Manche, ils ne sont pas partis d'une injonction. Ils sont partis de choses très concrètes, pratico-pratiques. Ils sont partis du parcours des personnes. En fait, la demande des personnes, c'était plutôt d'être scolarisés. Et ils se sont appuyés sur quelque chose de très intéressant. On en parle peu dans notre secteur, ce sont des données probantes. On parlait tout à l'heure du Canada. Le Canada produit énormément de données probantes. C'est-à-dire qu'ils testent des choses, ils les évaluent, puis après ils disent ça fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne pour faire progresser les enfants à l'école, par exemple? Est-ce que les personnes ont une qualité de vie ressentie meilleure ou pas? Et donc aujourd'hui, on n'a pas tellement cette culture en France de lancer des projets sur la base de données scientifiques, probantes, prouvées, etc. On commence seulement à implanter des programmes qui ont 30 ans d'âge dans d'autres pays, et dans d'autres pays où les moyens sont largement inférieurs aux nôtres. Et quand on vient faire venir ces professionnels d'autres pays chez nous, ils nous disent, mais avec tout le potentiel que vous avez, en fait, on peut faire des choses extraordinaires. Il y a des résultats qui commencent à arriver, la Manche, la Creuse, etc. On pourrait en parler pendant des heures. C'est vraiment super, mais je sais qu'ici, vous êtes vraiment des faiseurs, des constructeurs. Allez chercher ces données probantes et prenez ces programmes-là, parce qu'aujourd'hui, ils fonctionnent sur la base de petites expérimentations, en montrant qu'un enfant à l'école progresse, en montrant que quelqu'un qui sort d'un établissement et pratique sa vie culturelle ou sa vie affective, sociale, etc. en établissement, ça fonctionne, avec des modèles d'organisation qui fonctionnent, qui sont assez innovants. Et donc, c'est aussi un enjeu, évidemment, d'attractivité des métiers, de respect des droits des personnes. D'accord. Moi, je me permets de rebondir sur cette question des données probantes, parce que effectivement, il y a ces micro-projets, il y a le fait de tester, de se dire ça marche pas. Mais en même temps, si on reste sur l'école, je suis désolé d'insister sur ça, il y a quand même, on a vécu une inflation d'objectifs. Il faut scolariser tant d'enfants à l'école, et on s'aperçoit que ça, c'est pas passé par la case données probantes, c'est-à-dire qu'on a fixé ces objectifs-là, et ensuite on n'est pas allé
on ne s'est pas donné les moyens de faire vivre ces objectifs. Donc, peut-être Sophie, je vous laisse réagir sur le sujet parce que ces données probantes, Sophie, je ne prends pas parti au débat. Sophie, je vous laisse réagir. Alors, je vais essayer de rester politiquement correcte. En général, quand on innove, quand on teste, on essaie d'évaluer derrière. Donc, en fait, quand même, les organisations essaient d'obtenir des données probantes. Ça nous est d'ailleurs souvent demandé par nos financeurs pour pouvoir pérenniser une expérimentation. Donc soyez assurés qu'on a ces données probantes à disposition. En revanche, moi j'aimerais bien aussi parfois avoir des données probantes de la part des autorités de tarification et de contrôle ou du pouvoir public quand ils nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut fermer tel truc, il faut ouvrir tel truc. Ah bon, quel est le besoin du territoire? Ah bon, c'est pas trop, mais vous savez peut-être. Enfin, je trouve que le pilotage en matière je vais parler du secteur des vulnérabilités en général et pas que du handicap, parce que mais globalement, il y a des moments, on a l'impression que où est le pilote dans l'avion, quoi, ou qui est le pilote dans l'avion. Enfin, on en revient au sujet de tout à l'heure sur les programmations, en fait. Tant qu'on n'aura pas une visée claire d'où on veut aller, comment, pour qui, combien et combien ça coûte et comment on investit, on aura quand même du mal à y aller. Donc moi, je suis tout à fait favorable à avoir des données probantes, mais par contre, il faut que tout le monde joue le jeu, tous les acteurs. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, on est sur certains territoires où quels sont les vrais besoins d'un territoire, on a du mal à le savoir. Voilà. Donc, c'était mon petit point sur les données probantes. On a bien compris cette idée d'avoir plus de visibilité, justement, sur cet objectif. Peut-être est-ce que Maxime voulait, puisqu'on va s'approcher de la fin... Moi, je n'ai pas dit les dangers. Hein. Ah ben alors, vas-y, Sophie, sur les dangers. Oui, mais... Ouais. Oui, ouais. Je pense que en fait, il faut un peu il me semble important d'élargir la question des dangers de l'inclusion mal accompagnée aussi à la question de l'inclusion à tout prix. Je pense que les deux notions sont aussi risquées l'une que l'autre. Donc, il faut vraiment se prémunir des deux. Une fois, ceci étant dit, que ce soit mal accompagné ou à tout prix, évidemment, les dangers sont multiples. Et là, je ne vais rien vous apprendre, mais pour les personnes accompagnées, évidemment, ça peut occasionner de la souffrance. On parlait de silo, on parlait de ça. Mais globalement, ce que ça leur fait à elles, c'est le sentiment d'échec, une perte de confiance en elles, dans le système, dans les personnes qui les accompagnent, les familles. Enfin, globalement, et ça peut même aller jusqu'à un retour à la case zéro. C'est-à-dire que tout le travail qui aura pu être fait pendant des années, la situation d'échec, elle est extrêmement compliquée pour rebondir derrière, pour les personnes accompagnées, mais aussi pour les professionnels. Ça entraîne évidemment de la souffrance, de la perte de confiance également, mais aussi associé on en a beaucoup parlé depuis hier, à la notion de perte de sens. Pourquoi est-ce que je fais les choses ? Pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ça? Quel est l'intérêt? Est-ce que ça a été éprouvé? Est-ce qu'on a des données objectives qui nous montrent que c'est mieux de faire comme ça que de faire autrement? Et souvent, ça pourrait entraîner des graves risques psychosociaux avec des personnes qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Quand on voit le mal que l'on a tous à recruter déjà aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit très très au clair sur l'accompagnement de nos professionnels. Je le redis, formation, etc., rémunération évidemment. Et pour finir, moi je pense que le risque, il est également pour toute la société. Si la société met de côté une partie de ses concitoyens, elle se prive d'une richesse de partage et du vivre ensemble et perd son engagement en matière de solidarité et de fraternité. Ça semble évident parce qu'on est ici à l'UNIOPS et que ça fait partie des valeurs de l'UNIOPS. Et là, vous dites, mais pourquoi elle dit ça? Oui, évidemment. Mais je ne pense pas que ce soit si acquis pour toute la société. L'exclusion, c'est un risque pour la société tout entière. Voilà.